Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Antoine Compagnon, qui publie La classe de Rétaux chez Gallimard. Nous étions emmurés, mais le bahut n'était pas le plus mauvais poste d'observation pour discerner combien le monde changeait autour de nous. Vous êtes professeur à la Sorbonne, Antoine Compagnon. Si on manque vos cours à Paris, on peut aller jusqu'à New York, où il vous arrive d'en donner aussi quelquefois à l'université Columbia. On peut lire vos livres également. Pas mal de livres publiés jusqu'à ce jour, et des livres qu'on peut considérer comme savants, très savants même quelquefois, sur des écrivains, l'histoire littéraire. Et tout d'un coup, changement de cap, un récit. Un récit où, cette fois, vous ne parlez pas des autres, mais de vous-même, de votre vie. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce saut périlleux ? D'abord, je pense que les lecteurs qui s'étonnent ont peut-être oublié que j'avais publié des récits il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans. Oui, il y a plus de 30 ans. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous remercier de m'avoir invité, parce que je crois que la première émission que j'ai faite à France Culture, en 1979, sans doute, c'était avec vous. Vous êtes le premier à m'avoir invité. C'était dans Bruit de page. Voilà. Le magazine des livres qui ne font pas de bruit. Il me semble que c'était enregistré tard la nuit à l'époque. C'était même en direct. C'était en direct, oui. Et c'était pour mon premier livre, La seconde main, qui était publié au Seuil. Mais en même temps, j'avais publié, dans les quelques mois qui avaient suivi, un texte qui était déjà un récit, Deuil antérieur, au Seuil également. Donc c'est vrai, au début de ma carrière universitaire, en 79, j'étais pas encore universitaire d'ailleurs, je venais de soutenir une thèse, sans doute que j'avais encore une certaine hésitation entre les travaux savants et puis les travaux plus littéraires, enfin, plus les créatifs. Travaux savants ont pris le dessus. Ils ont pris le dessus pendant longtemps. Et puis, que voulez-vous ? Une fois que je me suis retrouvé au Collège de France, je fais un cours chaque année, qui est un cours savant. Mais bon, peut-être que je me suis dit que j'avais plus grand-chose à prouver dans ce domaine-là. Je peux toujours écrire un essai critique de plus, d'histoire littéraire, de théorie littéraire, d'analyse culturelle. Vous n'en écrirez plus jamais ? Si, bien sûr que si. J'en ai plusieurs en réserve, j'en ai plusieurs dans mon ordinateur, comme on dit, enfin des brouillons justement de mes cours. Ça fait 7 ans que je fais un cours chaque année, que j'ai pas le temps de les transformer en livres, donc je le ferai. Mais c'est vrai que peu à peu, cette envie de revenir à voir si j'en étais encore capable d'abord, voir si je pouvais écrire une histoire. Et puis, comme je le dis dans l'épilogue de ce livre, il y a eu des raisons contingentes qui ont fait que j'ai eu envie ou que j'ai eu l'occasion, puis je me suis laissé entraîner. Et voilà, j'ai écrit un premier jet de ce récit, puis ensuite, pour le nourrir d'éléments qui dépassent un peu l'introspection, qui en fassent quelque chose de plus historique ou de plus sociologique, j'ai même fait un cours
au Collège de France il y a 2 ans sur l'année 1965-1966. Personne ne savait pourquoi je faisais ce cours. C'était un peu mystérieux pour beaucoup. Et bon, en vérité, c'était pour me renseigner sur cette année-là, en dehors de mon cas personnel. Et ça m'a permis, je crois, de donner une autre dimension à ce récit. Alors évidemment, on sait que vous avez pas mal travaillé sur Proust, et peut-être que vous ne l'avez pas oublié en écrivant ce livre. Écoutez, je ne l'ai pas oublié, je n'ai pas oublié la littérature en écrivant ce livre. Il y a évidemment, bon, c'est vrai, je suis professeur de littérature française, hein, et donc la littérature, c'est aussi le monde dans lequel je vis, donc il y a sans doute beaucoup de références littéraires et culturelles en général dans ce récit. Mais en même temps, je voulais vraiment ma hantise, c'était le récit de professeur. Donc, il était bon. Il y a un clin d'œil à Proust dès les premières pages, mais justement c'est un clin d'œil un peu bébête, quoi. Mais c'était justement pour mettre ça à l'écart et prendre cette référence proustienne de manière... Et qu'on l'oublie aussitôt. Comment ? Et qu'on l'oublie aussitôt. Pas qu'on l'oublie aussitôt, mais qu'on sache qu'elle est là de manière ironique et non pas pour analyser ou pour éviter. Alors vous le dites bien, à la fin de ce livre, Antoine Compagnon, vous revenez avec un ouvrage sur la vie, sur votre vie, mais la vie qui n'est jamais que le récit qu'on s'en fait. Ben oui, si je racontais notre dernier entretien il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans, là aussi, je ferais quelque chose qui aurait évidemment une dimension de fiction. La mémoire est quelque chose de très curieux, qui fonctionne très bizarrement. Je pensais, quand j'ai commencé à raconter cette année de ma vie, c'est-à-dire au fond l'année de mes 15 ans, je pensais que je ne me souvenais de rien. Enfin, on a l'impression que c'est mort, quoi. Et puis, quand on se met à l'écrire, beaucoup de choses reviennent, beaucoup de détails. Et curieusement d'ailleurs, la publication même du livre, donc depuis quelques semaines, a provoqué en moi le retour de beaucoup de choses qui ne sont pas dans le livre et qui peut-être auraient dû y figurer. Et en même temps, vous dites que de cette histoire, votre écriture vous a encore éloigné de sa réalité. Oui, mais je dirais pour un plus de réalité. Peut-être que... il me semble que le récit va vers plus de vérité que si on racontait, que si on décrivait fidèlement avec bon, je crois que je le dis même à maman, il me semble que à cette époque-là, je tenais un journal, il doit bien être quelque part. Je ne l'ai pas cherché parce que le trouver aurait comment dire, perturbé la création, la recréation. Ouais. Donc c'est pas un faux roman que vous avez écrit, c'est un vrai récit, d'autant que l'écriture, comme vous le dites, dérouille les souvenirs, souvent les plus refoulés. Oui, je vous dis, y compris la publication du livre, fait revenir des choses qui sont sans doute toujours un peu choquantes, un peu traumatisantes, et qui sont complètement ignorées. Et, beaucoup de gens qui ont écrit des récits autobiographiques. Bon, c'est un récit autobiographique, il y a une part de fiction comme dans tout récit autobiographique, je crois, mais je dirais que ce qui est fictif est encore plus vrai, hein, et comme dans tout récit autobiographique, eh bien, il y a cette... c'est Stendhal qui le disait dans Henri Brulard, hein, le fait même d'écrire fait revenir sans qu'on sache exactement si ce sont des recréations ou des souvenirs authentiques. Au chapitre des souvenirs refoulés, il y a cette belle histoire d'une amitié avec celui que vous appelez le grand Krebs. Et cette amitié-là, elle ressemble vraiment à de l'amour.
Oui, mais sans doute elle ressemble à l'amour. C'était une très grande amitié, mais à un âge où je pense que ni l'un ni l'autre ne nous rendions compte de la puissance de la passion qui nous unissait. Ce sont des grandes amitiés comme on peut les avoir à l'adolescence. Et ce sont des amitiés qui durent, puisque ce garçon qui a donc mon âge maintenant reste un très grand ami. Alors, bien sûr, vous révélez le secret de l'existence d'un tel livre, Antoine Compagnon, une histoire prosaïque, au fond, l'attente un jour de votre départ en avion du fait des dégâts provoqués par le volcan islandais, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a beaucoup d'autres causes, une cause efficiente, par exemple, et une cause formelle. Il y a aussi cette invitation qu'on vous a faite à prononcer un discours, le discours de distribution des prix au bahut, précisément. Oui, ça c'est vrai. C'est l'élément qui a déclenché la nécessité d'écrire, puisque j'ai été invité à aller faire là-bas un discours dans les règles, comme sont les discours de distribution des prix, puisque c'est un genre littéraire. Bon, j'aime bien tous les exercices littéraires. Je me suis livré à beaucoup d'exercices littéraires, donc pourquoi pas celui-là? Bientôt le discours de réception à l'Académie française. C'est pas d'actualité. Mais le discours de distribution des prix, c'est un genre, et donc pour me consacrer à ce genre, j'ai en effet eu besoin d'écrire la première version de ce récit avant de faire ce discours de distribution des prix pour faire le point. Alors, on vous sollicite pour un tel discours alors que vous avez été renvoyé du bahut. Bon, j'ai fini ma carrière renvoyée, mais c'est pas très important, puisqu'en même temps, le bahut peut considérer que, étant professeur au Collège de France, je suis quand même un bon exemplaire de. Vous n'avez pas trop mal tourné. Un ancien élève. Comment ? Ouais. Vous n'avez pas trop mal tourné. Je n'ai pas trop mal tourné. Beaucoup ont sûrement plus mal tourné. D'autres ont fait de très belles carrières aussi. Et donc, j'ai eu besoin d'écrire ce récit pour aller faire un discours de distribution des prix que j'ai hésité à joindre en appendice au livre, puis j'ai pensé que c'était quand même trop, qu'il y aurait une rupture de style un peu choquante. C'est quoi alors ce bahut, Antoine ? Ce bahut, il n'y a pas de mystère, il n'est jamais nommé. La géographie correspond quand même à celle de l'ouest de la France, et il s'agissait du Prytanée militaire à la flèche, je ne sais pas très bien comment ils ont pour le moment réagi à ce livre. J'ai eu un certain nombre de lettres là en rentrant. Je suis rentré hier de New York. J'ai trouvé dans mon courrier quelques lettres d'anciens qui étaient assez fascinés de retrouver ce lieu quand même dans sa vérité. Le lieu est là dans sa vérité pour mes contemporains et qui avaient l'air assez émus, assez touchés de le retrouver. C'est donc la première année de bahut que vous racontez, cette classe de Rétaux qui correspond à peu près à ce qu'on appelle la première aujourd'hui. C'est la classe de première, oui. Dans les collèges jésuites, on appelle aussi toujours la première Rétaux. C'était son nom dans tous les lycées de France jusqu'à la réforme de 1902, qui a créé les classes modernes. C'est la réforme des humanités modernes, mais jusqu'à 1902, on parlait couramment de classe de rhétorique. On en parle encore chez les jésuites, on en parle encore en Belgique. Ça faisait partie du vocabulaire courant. Et cette année-là, pour faire votre rentrée scolaire, vous avez dû traverser l'océan. Je revenais en effet des États-Unis où j'avais passé 3 ans, donc une bonne partie de ma scolarité secondaire. Et c'est vrai que c'était un choc culturel que ce retour en France après une longue absence et une vie de très grande liberté que j'avais connue là-bas, une autre pédagogie, que je décris un peu. C'était un profond changement. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, ça remonte quand même à il y a 50 ans, près de 50 ans.
il y a 50 ans, on était beaucoup moins sensible à tout sous cet aspect des choses. J'emploie le mot de choc culturel, mais je crois que je dis à un moment dans le livre, ces mots n'existaient pas à l'époque. Tout le monde vivait des chocs culturels. On était tous en choc culturel. Et on n'y faisait pas attention. Et il est clair que ce n'était pas sans conséquence sur le psychisme des uns et des autres, mais là encore, on s'en souciait pas beaucoup. À la fin du récit, vous dites que votre idée de la France était faite dès cette première année de Bahut. Tout était joué. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une année qui a été assez décisive, formatrice, puisque je dis dans ce livre, mais je pense que c'est ce que je pense vraiment, que c'est une éducation... c'est une éducation politique, je dis, c'est comprendre comment fonctionne une petite société, comment fonctionne la société, alors qu'avant, je n'avais pas eu cette occasion, entre la famille, l'école, je ne m'étais pas demandé comment fonctionne le pouvoir, comment fonctionne l'autorité, qu'est-ce que la discipline, tout cela. J'ai eu l'impression de trouver des réponses au cours de cette année. Je dis c'était aussi une éducation sentimentale en raison de toutes ces amitiés, et notamment celle que vous évoquiez il y a un moment. Et puis je dis aussi c'était même une éducation clinique, puisque pas mal de mes condisciples étaient un peu dingues dans cette école. Et là aussi, j'ai cru comprendre un certain nombre de choses sur le psychisme des uns et des autres. Mais là aussi, il y a une composante d'illusion, puisqu'on pourrait dire que tout était déjà joué bien avant. Et c'est pourquoi je fais, à partir du récit de cette année scolaire, je raconte en gros l'année scolaire de la rentrée à la distribution des prix, mais il y a beaucoup de retours en arrière et beaucoup d'anticipation. Et les retours en arrière, je crois qu'ils visent quand même à montrer que d'une certaine façon, tout est joué bien plus tôt. Et que si on réagit dans un certain contexte, d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a une empreinte plus ancienne, qui est celle de la famille, qui est celle de la mère, qui est celle du père, qui sont présents dans ce récit également. Ce qui m'a un peu étonné, c'est que lorsque vous débarquez dans cette France grise et pluvieuse, pour vous rendre dans ce lieu qui, pour être hospitalier, n'est quand même pas 5 étoiles, ce Bahut, vous n'êtes pas trop angoissé, voire pas du tout, même vous semblez pas dépaysé. Oui, mais justement, je pense que c'est du fait d'avoir été pas mal chahuté dans les années qui ont précédé. C'est pour ça que je reviens à un certain nombre d'éléments d'une enfance qui a tout le temps été déménagée, qui était l'enfance d'un enfant, moi comme mes frères et sœurs, d'officiers qui a vécu dans pas mal de pays. Et justement, pas mal de souvenirs qui me sont revenus ces derniers temps ont trait à la Tunisie, où on a passé une partie de notre enfance dans une période qui était particulièrement violente, puisque c'était le moment de l'indépendance de la Tunisie. Je l'évoque un peu. Il y avait des gens qui mouraient autour de nous. Donc, quand on a vécu ça enfant, peut-être que on est d'une certaine façon un peu blindé. On peut supporter un bizutage. On peut supporter. On n'est pas entamé. Je pense qu'il y avait quelque chose une sorte de noyau qui n'est pas entamé. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à des choses plus anciennes. Je serais tenté de revenir à ces années où j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui étaient des années peut-être, au fond, plus traumatisantes. Ouais. Donc là, au Bahut, tout prendre au sérieux, mais rien au tragique, et dédramatiser dans toute la mesure du possible tout ce qui peut l'être. Ou en tout cas, vivre avec une certaine distance. C'est ce que d'ailleurs me dit cet ami que j'appelle le Grand Crêpes dans ce livre, qui me disait « Toi, tu réfléchis ». À plusieurs moments, il me disait ça. Et la réflexion, c'est ce qui permet de vivre la vie, justement, un peu comme un roman. Et cette réflexion, elle est aussi liée à la littérature. C'est pourquoi il y a un certain nombre de livres et de lectures de mon enfance et de mon adolescence que j'évoque dans ces pages, parce que je crois que ces lectures, ce sont celles qui aident à vivre, qui aident à comprendre le monde, qui aident à connaître les autres, et qui sont des recours, qui sont des éléments de liberté et de sauvegarde.
C'est une défense de la littérature. Un refuge contre les gradés auxquels vous aviez affaire par ailleurs. Oui, et comme je le raconte, ces lectures, il fallait ruser un peu, puisqu'il fallait qu'elles fussent autorisées par la hiérarchie. Mais la lecture, les livres, c'est ce qui sauve la vie. Il y a d'autres moyens de se sauver la vie pour d'autres gens, mais pour un certain nombre d'entre nous, ce sont les livres qui contribuent à cela. Vous pensiez que vous ne seriez jamais un soldat, que vous n'auriez jamais à faire la guerre, même en entrant dans une école comme celle-ci? C'est là où j'essaye de donner une dimension un petit peu historique et sociale à cette expérience. Ayant vécu une enfance dans les années 50 jusqu'au début des années 60, je crois qu'il est très important, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, que la France a été en guerre jusqu'en 1962 et que des enfants de mon âge, dans les années 50, eh bien, pour eux, il n'était pas très concevable qu'il n'ait pas un jour à faire la guerre. Et ce moment où les choses ont changé, c'est le moment justement de ces années 65-66 que j'analysais dans mon cours du Collège de France, où le pays a basculé de l'économie de guerre dans laquelle il a vécu jusque-là, et de la reconstruction à ce qu'on appelait la société de consommation, la société des loisirs. Et c'est pourquoi observer tout cela d'un lieu périphérique était assez intéressant. L'armée aussi avait changé. L'armée était en train de changer. Elle était... Bon, maintenant, on a oublié tout cela, mais il n'y a plus de service militaire. Les hommes n'ont plus cette expérience de l'armée. Mais jusqu'aux accords d'Évian, jusqu'en 1962, tous les hommes allaient en Algérie. Donc, il y avait une forte présence de l'armée dans la nation. Maintenant, c'est très différent. L'armée est en guerre en Afghanistan. Elle intervient dans de nombreuses parties du monde, mais ce sont des engagés. Et on n'a pas le sentiment que la nation est engagée dans ces guerres. Vous êtes souvenu, en tout cas, qu'à la fin de la guerre d'Algérie, votre père, qui était général, avait envisagé de démissionner, de filer dans le civil, comme il disait. La moitié de l'armée a été divisée en deux dans ces années-là, et il est évident que ceux qui sont restés se sont beaucoup posé la question du type de carrière qu'ils pouvaient avoir, ce que serait l'armée du futur. Et puis on entrait dans la dissuasion, ce que j'essaye de montrer aussi. C'est une toute autre armée qui se développe à partir de ce moment-là. Votre père était resté, lui. Simplement, il s'est fait affecter aux États-Unis. Il a décidé de prendre une certaine distance, parce que pour lui, il est évident que cette période a été très, très traumatique. C'était le retour de l'Algérie, où il avait commandé un régiment de parachutistes, et où, comme il n'était pas putschiste, il s'est en effet séparé d'un certain nombre de ses amis dont il était proche, et c'est un traumatisme qui est resté jusqu'à sa mort il y a peu de temps. Il avait eu le droit même à une petite bombe sur son paillasson. Oui, une bombe qui, d'une certaine façon, vient d'anciens amis. Donc c'est une très grande violence. On a oublié cette violence entre des gens très proches. Et ça aussi, tout ça se retrouvait dans ce lieu fermé qu'était cette école militaire, ce bahut. Et vous, Antoine Compagnon, à 15-16 ans, vous aviez compris que vous ne feriez pas la guerre à 20 ans, comme on vous l'avait annoncé. Je l'ai compris, mais je crois que beaucoup de mes contemporains l'ont compris aussi à ce moment-là. Peut-être que comme je venais d'une famille où il y avait eu plusieurs générations de militaires, que j'étais dans une école militaire, j'y étais plus sensible. Mais si on veut comprendre ce qui s'est passé en 1968, c'est
fait quand même partie des changements de la démographie française de ce début des années 60. Hein. Les jeunes gens et les jeunes filles qui prolongent leurs études, tout cela est un phénomène qui marque la sortie d'une période de guerre prolongée. Le bahut, cette école militaire, c'était un monde complètement fermé, refermé sur lui-même. Il y avait quand même des bruits de l'extérieur qui arrivaient jusqu'à vous. Et il y en a un que vous racontez, c'est la création, ce qui s'est passé au moment de la création des paravents de Jean Genet à l'Odéon. Eh oui, c'est vrai qu'on avait des bruits qui venaient de l'extérieur. J'en raconte plusieurs. Il y a la campagne présidentielle de l'automne de 1965, qui est une date déterminante dans l'histoire de la France contemporaine. Et puis, on faisait le mur. C'est vrai qu'on sortait, mais il n'y avait pas grand-chose à faire de l'autre côté du mur non plus. Et puis, ces incidents qui ont eu lieu lors des premières représentations des paravents de Genet à l'Odéon au printemps de 1966, avec des manifestations d'anciens combattants et de l'extrême droite de l'époque, qui est toujours un peu la même extrême droite aujourd'hui d'ailleurs. Et bon, je dis que ces événements, on en avait connaissance par les informations de la radio et de la télévision. Et bon, je l'utilise pour montrer, au fond, le trouble dans lequel ça jetait ces jeunes gens qui étaient rebelles contre l'autorité au-dedans, mais qui, au-dehors, se retrouvaient dans une position, moi y compris, se retrouvaient dans une position beaucoup plus ambivalente. C'est un exemple qui me permet de montrer cette opposition entre la rébellion au-dedans de garçons qui, en même temps, sont les tenants de l'ordre au-dehors. Et essayer de comprendre comment les rebelles sont souvent les mainteneurs de la tradition. L'angoisse dont je notais l'absence au début, à votre arrivée au bahut, elle était peut-être beaucoup plus présente à la fin. La peur de sortir, de partir, oui, de vous retrouver dehors, dans le monde. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'angoisse à l'arrivée. D'ailleurs, vous remarquez justement, il n'y en a pas dans le récit que je fais, donc probablement il n'y en avait pas. Il y avait une sorte de blanc, d'inconnu. Et en effet, mais ça, je crois que c'est ce que tout lieu fermé crée, tout milieu fermé crée. C'est ce que crée la prison, c'est ce que crée le couvent. C'est l'angoisse du dehors et ce qui était parfaitement représenté dans une enceinte militaire par ce qu'on appelait les Pékins. Le monde Pékin, dans son désordre, dans son anarchie, tout cela fait peur. Ce qui est intéressant, je crois, d'essayer de comprendre, c'est cette sorte de mélange, de dialectique de la rébellion et de la discipline. Comment la rébellion crée des éléments d'ordre dans la société. Et vous étiez plutôt du côté des fortes têtes, des rebelles. Il se trouve qu'à l'époque, oui, j'ai choisi ce parti-là. En même temps, je dis, c'est d'avoir choisi ce parti-là qui m'a aidé. Il m'a aidé dans ce moment-là. Mais cela n'implique pas une sorte de rébellion constante. Je crois que c'est l'une des choses que j'ai comprises dans cette année-là. Je crois que je ne me trompe pas en le disant aujourd'hui. C'est ce jeu de la rébellion et de la discipline. La rébellion, c'était du côté de votre mère et la discipline, votre père. Oh, ça, non, je ne crois pas que je l'interpréterais comme ça. Je crois que, si je devais parler de mon père et de ma mère, je crois que chez les deux, ce qu'ils avaient bien mêlé chez eux, c'était l'élément de rébellion et de discipline. Je crois que les deux, mon père était rebelle, lui aussi, et ma mère était aussi une femme d'ordre. Non, je pense que... C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qu'on comprend beaucoup plus tôt dans la vie. Je crois que mon père et ma mère avaient ces deux aspects de rébellion et de discipline. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ce bahut, c'était un modèle de société ?
Bon, la société a beaucoup évolué. Alors, je ne sais pas ce qu'est le bahut aujourd'hui. Je prends un certain nombre de précautions pour dire que je parle d'un lieu qui n'existe plus et qui a 50 ans. Je crois que ce type d'expérience est très formateur. En effet, formateur de ce qu'est la société. Je décris à un moment, je fais une allusion à un moment au cours de Michel Foucault, auquel j'ai assisté beaucoup plus tard, dans les années 70, ce cours de Foucault sur l'ordre, sur la discipline, sur la folie. Et ce que je dis, c'est que tous les auditeurs de ce cours savaient parfaitement ce dont Michel Foucault parlait. Il en parlait beaucoup mieux, mais on avait tous encore cette expérience dans notre corps, et d'être passé par des internats, d'être passé par des services militaires, d'être passé par ce type d'expérience de la discipline, de la punition, de surveiller et punir, et qui crée... tous les cours de Foucault nous parlaient de cela. Donc peut-être pas le meilleur des mondes possibles, ce bahut, mais votre petit royaume de Danemark. Oui, je le compare à ce royaume de Danemark. Bon, le meilleur des mondes possibles. Bon, c'est vrai que dans les années 70, les 30 Glorieuses, on y croyait encore un peu à ce meilleur des mondes possibles. Aujourd'hui, on y croit moins, évidemment, mais il reste dans mon idée que ces expériences sont très, très formatrices. On nous parle aujourd'hui d'internats d'excellence. Je ne sais pas si on les réalisera. Enfin, au fond, j'espère que non. Mais ce sont des expériences qui vous forment pour très longtemps. La classe de Rétaux, le récit d'Antoine Compagnon, est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Marie Lepeintre, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.